comment vous vous sentez dans ce fauteuil présidentiel. Quand j'ai appris que j'étais candidat aux élections présidentielles, je ne m'y attendais pas. Certes, je suis membre du parti Rêve géorgien depuis 9 ans et membre du Parlement. Depuis 2 ans, nous avons créé notre propre parti, qui s'appelle la Force du Peuple. Pourtant, on a participé ensemble aux élections avec Rêve géorgien. Et compte tenu du caractère inattendu de cette proposition, on en a discuté avec les chefs du parti et M. Ivanishvili. Le soutien de mon équipe a fini de me convaincre de prendre cette immense charge sur mes épaules. C'est une responsabilité personnelle, mais c'est aussi un enjeu pour l'institution présidentielle qui doit revenir dans un cadre constitutionnel. Je déplore que l'ancienne présidente, Salomé Zourabichvili, ait souvent enfreint l'ordre qui régit notre république parlementaire. On ne vous connaît pas très bien, finalement. On connaît le champion, qui a marqué la Coupe de l'UEFA et la Ligue des Champions, et qui a 46 sélections, je crois, nationales. Mais hormis le palmarès du champion, est-ce que l'attaquant doit aussi se faire connaître en politique? Parfois, quand on commentait certaines de mes actions au Parlement, on me demandait pourquoi je faisais ça, et je répondais « parce que je suis un attaquant ». Je continue à l'être. Cette expérience de jeu et d'esprit d'équipe est extrêmement importante. Je garde le même goût pour la victoire et c'est grâce à cet équilibre entre l'attaque et la défense qu'on gagne aussi les élections. On accepte d'avoir un clown de la télévision pour diriger l'Ukraine, mais on n'imagine pas avoir un footballeur pour diriger la Géorgie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Concernant nos opposants, je ne prête pas trop attention à ce qu'ils disent. L'opposition est importante quand elle est saine. Or, dans notre pays, l'opposition, qui devrait être une institution majeure dans la conduite des politiques du pays, n'est pas saine. Alors, parlons précisément de cette opposition qui a bonne presse en Europe et notamment en France, où l'on explique que des milliers de manifestants sont tous les jours devant le Parlement et que la Géorgie doit absolument convoquer de nouvelles élections car celles-ci ne sont pas légitimes. Cette question appelle plusieurs réponses. Je souhaite rester sur les questions de fond. Si l'on avait une attitude objective, il ne devrait pas y avoir de point d'interrogation. Durant mon séjour en Suisse, j'ai pu constater cette position partisane des professionnels de la communication à l'époque de Saakashvili, où la couverture médiatique était très différente de la réalité. Et ce sont ces mêmes professionnels des médias qui dirigent actuellement la fabrication de l'information dans la presse. Mais puisque j'ai passé des années en Europe, je souhaiterais dire ce que l'Europe représente pour la Géorgie. Avec 3000 ans d'histoire et 1700 ans de christianisme, nous sommes un vieux pays avec une histoire riche. Ce qui nous unit et nous fait ressembler à l'Europe, ce sont les valeurs chrétiennes. Nous avons beaucoup de points communs avec les Européens. Notre caractère, notre identité, nos valeurs, malgré l'éloignement géographique. Ce sont ces ressemblances qui nous attirent aussi vers l'Europe. Mais nous pensons que nous sommes d'abord géorgiens, puis européens, et non l'inverse. Ceux qui disent que la Géorgie n'est plus démocratique, que la Géorgie s'écarte de l'Europe pour devenir un État renfermé, isolé, antidémocratique, à en juger par ce que disent les jeunes dans les rues qui défilent, et on a l'impression que la Géorgie est en train de sombrer. Ce n'est pas mon sentiment, mais c'est le sentiment que les médias officiels donnent. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui vous a dit que la Géorgie s'enfonce et sombre?
les jeunes qu'on a rencontrés pendant les élections législatives, que j'ai rencontrés devant le Parlement, qui manifestaient contre le résultat des élections et qui nous disaient que la Géorgie se coupe du rêve européen. Je souhaite finir d'expliquer pourquoi on se considère comme partie de l'Europe. Rien à voir avec les bureaucrates qui changent selon les époques. Je parle de nos liens historiques, et le pouvoir en place a acquis une grande expérience pour que l'identité géorgienne, la culture et la foi soient mises en avant. Et malgré les défis et les insultes, nous ne dévions pas de notre chemin et nous ne renions pas ces valeurs. Et notre position transparaît dans nos messages. Bien sûr, il existe des gens sincères qui ont des opinions différentes sur ce parcours. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que 80% de la population soutient cette aspiration européenne, alors qu'en même temps, la majorité des électeurs soutient le parti Rêve géorgien, et pas seulement pour ces dernières élections législatives. Comment est-ce possible? Si Rêve géorgien est anti-européen, comment peut-il être soutenu par une majorité de Géorgiens? Comment les gens éliraient-ils un gouvernement qui remettrait en cause cette voie européenne? Leur sagesse a maintes fois sauvé le pays. Ceux qui parlaient du pouvoir de M. Saakashvili comme d'un phare démocratique sont les mêmes qui propagent dans les médias l'idée que le gouvernement géorgien mène la Géorgie sur un chemin dissident. Il faut dire ici la sagesse et l'intelligence des électeurs géorgiens, formés par l'histoire si l'on prend en compte les empires qui ont toujours existé autour de nous et l'évolution politique du pays. J'aimerais qu'on revienne à des remarques qui ont été formulées, par exemple, autour de cette loi sur la transparence, dont on dit qu'elle est une preuve d'autoritarisme. Je connais bien cette question puisque nous avons initié le projet de loi au Parlement. Quand je parle de mon expérience vécue en Europe, je pense au respect des avis contradictoires, aux droits de l'homme et à la tolérance. Selon moi, être citoyen européen, c'est pouvoir confronter l'information que je reçois à plusieurs sources pour me forger une opinion. Quand on a initié ce projet, les membres du Parlement ont créé un climat délétère grâce à leurs ONG et leurs médias. Et malheureusement, c'était l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Géorgie qui avait initié ce processus. Ce qui était très dommage pour nous, parce que moi, en tant que membre du Parlement, je ne peux pas initier un projet de loi dans mon pays sans l'avoir débattu. Ils appelaient les jeunes à ne pas lire ce projet de loi. Tout le monde doit être informé pour prendre une décision éclairée. C'était risible. Pourquoi ces réactions? Parce que c'était une loi russe. Elles ont été reprises ensuite en chœur par les ONG et les médias. Alors ça nous amène tout naturellement à réfléchir à l'ingérence de ces ONG dans les affaires intérieures du pays. Est-ce que finalement les États-Unis ne sont pas à la manœuvre dans l'organisation de cette opposition, de cette colère? Il s'agit bien des tentatives des ONG de détourner ces lois. On était prêt à les examiner avec tout le monde. À nos yeux, la loi sur la transparence ne contredit pas les lois européennes. Et je l'affirme en connaissant les droits de l'homme, l'état de droit et le respect de la Constitution. En ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, je n'ai jamais dit qu'ils tournaient le dos à la Géorgie, ainsi que l'Europe. Comme l'opposition l'affirme, des groupes politiques ont leurs propres intérêts au sein de l'Union européenne notamment. Concernant le cas Saakashvili, on a eu une résolution qui a été signée par 500 députés qui demandait la libération de l'ancien président, arguant qu'il avait de mauvaises conditions de détention. Et ce, sans même avoir vérifié la réalité de sa situation. Est-ce que les rapports avec la Géorgie
vont évoluer avec l'entrée en fonction officielle de Trump à la Maison-Blanche. Nous espérons sincèrement que l'attitude injuste de l'administration américaine à l'égard de la Géorgie va changer. Et nous espérons aussi que son arrivée va infléchir les rapports de l'Union européenne avec la Géorgie. La conversion de certains leaders de sensibilité libérale qui s'ajustent désormais à l'esprit Trump prête à rire. Nous sommes une petite nation et je rappelle que ces pressions sur la Géorgie ont débuté après le début de la guerre en Ukraine. Le peuple géorgien, dans sa grande intelligence, nous a soutenus dans le chemin qu'on a choisi d'avoir défendu la paix. Aujourd'hui, notre position est claire. On doit finir cette guerre en Ukraine. Dès le début, quand cette guerre a éclaté en Ukraine, nous avons dit qu'elle serait destructrice pour le pays et qu'elle devait cesser. Aujourd'hui, Trump dit la même chose. Mais nous ne sommes pas alignés sur sa position. On l'a dit depuis le début. Dès le premier jour de la guerre, la Géorgie a subi des pressions. On nous a appelés à nous joindre aux sanctions, à envoyer des volontaires et à aller soutenir la guerre, alors qu'on n'est pas membre de l'OTAN ni de l'Union européenne. Je rappelle que 20% de notre territoire sont occupés par la Russie. On nous laissait seuls face à une puissance nucléaire avec des promesses. Allez-y, on va vous envoyer des armes. Les jeunes pro-européens nous appelaient à entrer en guerre contre la Russie. Les gouvernements d'alors devaient se soumettre à cette pression. La question se pose. La Géorgie allait-elle se lancer dans cette guerre? On a surtout été soutenu par le peuple pour défendre cette position pour la paix. L'histoire reconnaîtra un jour qu'on a sauvé le pays. Il fallait dire la vérité à nos concitoyens. Et je déplore qu'à l'époque, la présidente Zourabichvili était derrière la Moldavie et l'Ukraine. Les bateaux de guerre sont à la manœuvre en Europe. Est-ce que finalement c'est pas une garantie pour les Géorgiens que votre gouvernement les protège de la guerre? L'importance de notre action était définie par nos intérêts nationaux vis-à-vis de tous les conflits. Malheureusement, ça n'est jamais arrivé avec les gouvernements précédents, qui étaient dépendants de forces extérieures. Le peuple l'a d'ailleurs clairement constaté. Zourabichvili déclarait que la Géorgie était derrière l'Ukraine et la Moldavie sur la voie du développement. Or, les statistiques sur les droits de l'homme, la démocratie, tout comme les indicateurs économiques, montrent que la Géorgie les dépasse très largement. L'Europe qui compte, pour moi, n'est pas sous l'emprise de la désinformation. Il faut voir sur place ce qui se passe pour évaluer les résultats effectifs de ce gouvernement en matière de développement. Je crois dans les valeurs européennes, pas dans les bureaucrates de Bruxelles. Et j'oserais dire que la Géorgie peut devenir une inspiration pour les pays européens en matière de souveraineté. C'est ainsi que les opinions de Donald Trump coïncident avec les positions du gouvernement actuel. On dit que les élections ont été falsifiées, etc. Pour nous, ces procès en sorcellerie de la bureaucratie européenne ne représentent pas l'Europe. L'Europe incarne à mes yeux le débat contradictoire et la vérification des faits. Tout le contraire de cette décision d'interdire l'entrée du territoire européen aux diplomates géorgiens. Oui, je disais, cette disposition du Trésor américain visant les intérêts de M. Ivanishvili, c'est-à-dire les mesures de rétorsion que le Trésor américain veut prendre, et notamment une disposition financière.
Il faudrait plutôt rappeler son engagement comme mécène pour son pays dans le patrimoine, l'éducation, l'économie ou le sport. Et il a dépensé plus d'1 milliard d'euros, sans parler des salaires. Les chiffres sont officiellement connus et à la disposition de tous. En Géorgie, ces sanctions ont l'effet inverse à celui escompté, parce que la population sait qu'il est un bienfaiteur. Héritier de ces personnages héroïques qui ont marqué l'histoire de la Géorgie quand il fallait sauver le pays, il inspire le peuple, contrairement à ce qui est colporté. Parlons des manifestants qui se rassemblent tous les jours. Contre quoi protestent-ils, ces jeunes gens de la génération de mes enfants? À mon avis, ils sont induits en erreur. Pourquoi je pose cette hypothèse? Parce qu'environ 18 partis ont participé aux élections. Tous ceux pressentis et ceux qui allaient franchir le cap des 5%. Leur score correspondait grosso modo aux sondages qui avaient été effectués avant les élections. Nos journalistes les ont suivis. On a constaté qu'avant les élections, les partis d'opposition et les ONG vantaient les technologies utilisées en disant qu'il était impossible de falsifier les résultats. 2,2 millions de votants se sont déplacés et c'est le rêve géorgien qui a mené la meilleure campagne, sans doute parce que le parti gardait des contacts quotidiens avec ses électeurs. Est-ce que finalement défendre la souveraineté, défendre les traditions et défendre la chrétienté, c'est pas aussi un combat d'avant-garde? L'idéologie libérale d'avant voulait former le citoyen du monde. On a conçu une loi, au contraire, pour protéger nos adolescents, ainsi que les valeurs familiales et morales, contre le mariage des personnes de même sexe. Et quand je dis que la Géorgie peut être une source d'inspiration, je ne voudrais pas paraître exagéré. Vous connaissez sans doute le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui s'attaque aux libéraux qui veulent créer le citoyen du monde. Cette idéologie infuse également dans la société géorgienne. Quand on a adopté notre loi pour protéger nos adolescents, notre constitution a montré comment les droits de l'homme sont protégés ainsi que les droits des minorités. Nous avons aussi adopté une autre loi pour protéger les valeurs familiales et les droits des adolescents en empêchant le mariage entre personnes du même sexe. Je ne voudrais pas que ce message paraisse présomptueux, mais la Géorgie incarne la tolérance. Dans ce pays chrétien orthodoxe, vous trouvez côte à côte une synagogue et une mosquée. Les rumeurs n'y changeront rien, les faits sont là, et je crois que le modèle géorgien peut inspirer d'autres pays. Est-ce que M. Bouzard pense que la Géorgie puisse inspirer aussi une jeunesse en Europe chrétienne qui défend, comme vous le faites ici, la famille et les traditions? Merci pour cette question. En tant que parlementaire, j'avais des positions strictes. Comme président, c'est différent. Je suis au-dessus des partis. Mais je crois qu'il faut revenir à la défense des valeurs, des parents et de la famille. Et les déclarations du secrétaire d'État américain Rubio indiquent que ces orientations vont se renforcer dans les prochaines années. À cet égard, la Géorgie ne doit plus laisser des ministres étrangers s'immiscer dans les élections et les affaires intérieures géorgiennes. Puis quand on regarde le symbole de Saint-Georges qui terrasse le dragon, on a Saint-Michel qui terrasse le dragon. Si la Géorgie défend cette image, quel est le dragon aujourd'hui? Le wokisme. Oui, la Géorgie doit terrasser le wokisme. Nos adversaires nous parlent des droits de l'homme, mais ils en sont arrivés à un point où des enfants de 8 ou 9 ans peuvent se permettre de prendre la décision de changer de genre. On a de la ressource, nous allons réunifier notre société. Dès que l'ingérence étrangère s'arrêtera pour nous retrouver autour des 3 préceptes fondateurs, la terre, la langue et la foi. La Géorgie a toujours lutté pour survivre. Elle a une longue expérience en la matière. Après la restauration de notre indépendance,
Nous apprenons à préserver notre souveraineté. Notre foi chrétienne est chevillée à notre identité, et nous sommes protégés par la Sainte Vierge. À certaines périodes de son histoire, la Géorgie n'avait pas d'État. En ces temps incertains, les Géorgiens se considéraient comme le lien naturel entre Dieu et leur patrie pour sauvegarder leur pays. Nous avons de nombreux saints, ces martyrs se sacrifiaient dans la lutte contre l'ennemi pour préserver l'avenir des générations futures. L'essentiel était pour eux, comme l'a dit le grand Ilya Chavchavadze, la patrie, la langue et la foi. Ces trois piliers restent d'actualité pour nos concitoyens, d'où mon optimisme. La société géorgienne saura se réunifier autour de ces valeurs de civilisation. Merci beaucoup. Merci.